Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts vivants située Paris 17e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais aujourd'hui, le cours Anna, c'est également des podcasts. Elle est actrice, humoriste, scénariste. Elle n'a jamais fait les choses à moitié. Depuis ses premiers pas devant une caméra à 7 ans jusqu'au plateau de Netflix et France 2. Aujourd'hui, elle a construit une carrière solide, variée, authentique. Planqueur sur Netflix, haute saison actuellement sur France 2, déviante au Théâtre des Mathurins. Elle est partout. Et elle est toujours juste. Il faut dire qu'elle baigne dans l'artistique depuis toujours. Son père, batteur d'Alain Bachung, sa mère, chanteuse du duo À cause des garçons. Et si vous connaissez Oser Joséphine d'Alain Bachung, sachez qu'il y a de fortes chances que ce soit d'elle dont il s'agit. Mais avant tout ça, il y a une scène, un micro et elle seule face au public. Parce que Joséphine Draïs est aussi une humoriste avec 2 one-woman shows à son actif. Joséphine ose et Joséphine se pose. Et aujourd'hui, Déviante, un spectacle mordant et trash qu'elle a coécrit avec Diana Laszlo et Maurice Barthélémy. Le stand-up, c'est peut-être là où tout a commencé pour elle. Ici, au cours Anna, on forme chaque jour des élèves qui rêvent exactement de ce qu'elle vit. Et on avait envie de leur offrir une conversation vraie, sans filtre, avec quelqu'un qui est passé par là. Notre invitée du jour est Joséphine Draïs. Bonjour, merci ce portrait, j'ai rougi. Merci 1000 fois. Ouais, non, merci, je suis trop contente d'être là. Trop bien. Alors, 7 ans, c'est l'âge où la plupart des gamins pensent encore aux Pokémon. Et non, toi, tu étais déjà sur un plateau de tournage. C'était quoi ce monde-là de tes yeux d'enfant ? En fait, c'était à l'époque un climat familial, parce qu'en fait, je suis ce qu'on appelle, quand même, il faut le préciser, un peu une enfant de la balle. C'est-à-dire que ma maman, même si elle travaille dans la mode, elle a eu des compagnons de vie. Alors après, mon papa, qui est musicien déjà, on va dire c'était quand même artistique, elle a eu des compagnons de vie qui étaient réalisateurs, puis ensuite producteurs. Donc j'ai baigné aussi dans ce milieu de cinéma très très jeune. Et la première fois que je suis apparue à l'écran, c'était dans un film de mon premier beau-père, qui est réalisateur, qui s'appelle Arnaud Sélignac. Pourquoi je le mentionne ? Parce que des années après leur séparation, donc 10 ans après, il m'a rappelé pour faire mon premier casting pour jouer la fille de Catherine Jacob et de François Berléand dans un téléfilm, et c'est grâce à lui que je fais ce métier. Donc c'est intéressant parce que ça a été mon beau-père de mes 5 à 10 ans. C'est avec lui que je me suis mise la première fois derrière une caméra dans son premier long métrage qui s'appelait Gawain. Et des années après, mais là c'était de la figuration, j'étais dans une salle de classe, il y avait un petit garçon dans l'histoire. Et tout commence par là. Une apparition, voilà. Mais j'étais déjà familière d'un plateau de cinéma, je savais ce que c'était, j'étais pas complètement... alors c'était quelque chose, parce que ma maman elle faisait aussi les costumes du film, donc il y avait tout ce côté où je savais ce que c'était que les coulisses. Parce que ça peut être impressionnant quand on ne sait pas du tout tous les corps de métier, tout le nombre de gens, l'effervescence, l'euphorie qu'il peut y avoir autour d'un plateau. Je pense que moi, très jeune, j'avais cette conscience-là. Et ensuite, des années après, il m'a appelé pour un rôle. Bon, on pourra en parler plus tard, mais c'est marrant parce que cette première fois, finalement, elle s'est confirmée avec la même personne pour une vraie première fois qui fut mon vrai rôle, qui m'a ouvert la vocation. Bravo, il faut des premières fois comme ça. Oui, et en même temps, c'est aussi une chance, parce que si cet homme-là n'était pas tombé sur moi, entre guillemets, par le biais d'abord intime, et je sais pas si j'aurais fait, enfin, on peut pas dire, mais je sais pas si j'aurais fait ce même trajet, si j'aurais fait comme tes élèves, de m'inscrire dans une école spéciale pour faire du théâtre ensuite. On saura jamais, parce que c'est lui qui m'a remarqué et qui a dit, dis donc, elle ressemble un peu, elle pourrait très bien, ça l'intéresse pas de faire. Et moi, pas du tout, j'étais sûrement, je rigolais, quoi. J'avais fait peut-être du théâtre en CM2, il y avait une option ou une classe que j'avais fait, mais comme n'importe quel autre gamin, personne ne parlait de passion, de vocation. C'était l'option théâtre pour faire un truc, tu vois. Donc c'est drôle de voir qu'il a vu quelque chose en moi qu'à l'époque, je pense pas que j'aurais vu moi-même. C'est un métier de rencontre. Énormément. Chance aussi. C'est un métier de chance énormément, de rencontre énormément, mais la valeur, moi je dis toujours, parce qu'on dit toujours oui, c'est 90% de chance et 10% de travail. Alors, au début, je pense que pour émerger, il y a beaucoup de ça. Je suis assez d'accord que le travail ne va pas être la valeur qui va primer, ou le talent. Quand je dis travail, c'est talent. Enfin, quoique, on peut avoir du talent et ne pas travailler. Mais en tout cas, travail et talent ne sont pas majoritaires pour moi au début d'un parcours, si on n'a pas le reste. Si on n'a pas en plus chance, rencontre, on n'a pas. Mais ensuite, je pense, et ça c'est très important de le rappeler, que c'est uniquement la valeur talent-travail qui fait que 10, 20, 30 ans, 40 ans, on est toujours là. Donc c'est une question de comment on veut voir les choses. Si on veut durer dans le temps sans travail, ça ne dure pas. Impossible.
Exactement. Avant de jouer, tu écris des chansons pour d'autres artistes, Oui. Cherif Halouna et Elodie Frégé. Oui. C'est une façon de rentrer dans le milieu en douceur ou tu avais besoin de passer par l'écriture avant la scène? Alors, par rapport à la scène, oui, mais par rapport au fait que j'étais déjà comédienne quand j'ai commencé à faire de la musique, ça a été plutôt le fruit d'une coupure de parcours. Enfin, comme quoi, pour les gens qui vivent des parcours atypiques, c'est très intéressant parce que parfois on est bloqué, parfois ça marche pas, parfois, moi j'estime quand même que j'ai eu 10 ans de galère, entre guillemets, les fameux 10 ans de galère dont tout le monde parle. Je les ai vécus. Dans ces années de galère-là, j'ai découvert ma partie musicale, l'écriture, mais ça venait d'abord d'une frustration de comédienne. C'est important de le préciser. J'avais commencé très jeune, et on va dire de 16 à 26, c'est les années où je ne travaillais pas assez. J'étais toujours en finale des castings, je ne réussissais jamais les castings. J'étais dans un truc de frustration, et en même temps, j'ai eu des problèmes de poids. Je suis devenue anorexique puis boulimique, ce qui a fait que mon image s'est énormément déformée, transformée. J'en garde toujours parfois des séquelles dans ma vie d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'était une époque de fragilité, ce qui a fait, puisque c'est un métier d'image qu'on fait, et donc j'ai refusé catégoriquement d'exercer ce métier de comédienne pendant des années à cause de mon apparence, parce que je me trouvais trop grosse et que je me détestais. Et c'est dans ces années-là, en fait, que je me suis réfugiée dans l'écriture, dans la musicalité, dans écrire pour les autres, dans quelque chose qui allait plus me mettre en retrait. Ça vient d'une souffrance, finalement. Ça vient pas de je me dis, je rentre en douceur, dans ci, dans ça. Non, c'était juste, je peux pas me montrer devant un écran, personne ne vaut de moi de toute façon, je galère, je suis nulle, etc. J'écris pour réfugier, justement, pour exorciser mes névroses, mes angoisses, mes peines, les âges des premiers chagrins d'amour. Voilà, tu mets tout ça sur papier. Je devais certainement j'avais une fibre aussi, j'ai fait un bac littéraire, j'aimais toujours écrire depuis très jeune et je faisais des poèmes quand j'étais petite et tout. Donc ça partait d'un truc, d'une sensibilité naturelle pour les langues, mais en revanche, l'impulsion musicale, elle est venue un peu de je vais faire ça parce que de toute façon, je peux plus faire mon vrai métier qui est comédienne. Et ensuite, je me suis épanouie là-dedans en écrivant pour les autres parce que c'était aussi à chaque fois comme si je me mettais dans un personnage. Écrire pour Cherif Halouna, c'est devenir un peu elle le temps d'une chanson. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Et ensuite, c'est vrai que ça m'a permis de me familiariser avec la scène parce que j'ai fait quelques concerts en tant que chanteuse. Et c'est d'ailleurs de là que vient l'inspiration de mon premier spectacle, puisque entre les chansons, comme mon naturel était d'être une personne plutôt drôle et vivante, je parlais au public de manière improvisée entre deux chansons, en disant, soit en commentant ce qui se passait dans le public, soit en disant, la prochaine chanson, c'est parce que je me suis fait larguer, là. Et je disais des trucs drôles, et après la chanson n'était pas drôle du tout, mais en fait je faisais des ruptures. Et un jour, à l'époque, je travaillais déjà dans une maison d'édition, parce que c'est comme ça, on pourra en parler si ça intéresse les gens, mais il y a un système de maisons d'édition qui nous permettent de nous mettre sur des projets en tant qu'auteur. Et l'éditrice avec qui je travaillais, Nicole Schluss, qui travaille toujours, qui est aussi manageuse, m'a dit, écoute Joséphine, à la fin d'un concert, elle m'a dit, j'ai l'impression que les gens préfèrent quand tu parles entre les chansons, limite que tes chansons. Elle m'a dit, il y a un truc à faire, il faut que tu intègres ça d'une façon ou d'une autre. Et c'est cette phrase-là qui m'a fait me dire, en fait, ouais, je vais revenir finalement à l'incarnation scénique à travers des morceaux entre mes chansons. C'est comme ça que mon premier spectacle est né. Fou quand même. Donc c'est fou de se dire toutes ces années. Ce que je trouve fou avec le recul, on parle de ça maintenant il y a 15 ans, c'est de se dire, quand j'étais dans les années la tête dans le guidon à me dire je suis grosse, il y a rien qui marche, ça va pas, je pourrais jamais faire ce métier. C'est là où tu as construit. C'est là où en fait, c'est là où des années plus tard je fais enfin le puzzle se remet complètement en place parce que je devais 10 ans plus tard être sur cette scène avec les deux trucs qui m'ont ouvert toutes les portes. Et sur le moment, tu le vois pas. Tu vois que l'ombre, tu vois t'as la tête dedans et en fait, c'est fou comme quand tu dézoomes, tu fais d'accord, donc c'était mon chemin. Je devais passer par là. Et bon, c'est plus rigolo quand on le dit une fois qu'on est de l'autre côté et qu'on est bien. Mais sur le moment, parfois tu comprends pas ce que tu vis et que c'est douloureux. Il faut se dire toujours, c'est pas pour rien que je vis ça. Et je comprendrai plus tard. Joséphine Ose en 2011. Ton premier One Woman Show, c'est quoi le déclic? Un jour, tu te dis, je vais monter seule sur scène et faire rire les gens. Ça vient d'où cette décision? Ça vient de ce que je viens de te dire sur le fait que dans mes concerts, je disais des choses drôles sans faire exprès et improviser. Donc grâce au recul de mon éditrice manageuse de l'époque, ça a cliqué en moi, ça a été le déclic, cette remarque. Et donc ça a fait que je me suis dit, ouais, je vais juste reprendre mes chansons que j'adore et que je veux toujours chanter sur scène. Et entre les chansons, qu'est-ce que ça peut me raconter? Qu'est-ce que je peux avoir envie de dire vraiment si je devais l'écrire? Et hop, je me suis rendu compte que mes chansons, les mettant dans un certain ordre, elles racontaient une histoire. Mais sans faire exprès, j'ai pas écrit exprès. Ça qui est drôle, en plus pareil, c'est que j'avais pas prévu de raconter cette histoire. Je me suis dit, attends, là je parle d'une rupture, je viens de me faire larguer. Là je dis qu'en fait ça va pas. Là je dis que je rejoins ma meilleure amie. Là je dis que je parle de ma famille. Et en fait je me suis rendu compte que ça racontait une journée d'anniversaire dans laquelle je me serais fait larguer le matin, je fais ma journée d'anniversaire avec ma famille, mes amis, je croise plein de gens, et le soir, en fait, je me rends compte que mon voisin du dessus, sur lequel je fantasme, pourrait être le nouvel homme de ma vie, et donc on finit sur l'idée que sa vie va aller mieux. Et c'est ça le déclic, c'est de se dire, ces chansons-là, dans un certain ordre, avec un texte écrit un peu plus cadré,
et ben ça donne un spectacle. C'est comme une comédie musicale seule. Finalement, c'est comme ça que j'ai envisagé mes spectacles. Comment tu construis un one-woman show ? Tu écris d'abord, tu te mets sur scène. Il y a 1000 façons de construire un one-woman show. Je pense que chaque personne te dira une chose différente. Déjà, moi, je déteste écrire seule dans tout. C'est quelque chose, pour moi, l'écriture, c'est déjà quelque chose d'assez laborieux. Pour les gens qui peut-être nous écoutent, qui écrivent, il y a quelque chose d'assez douloureux. En fait, c'est un peu attraction-répulsion dans l'écriture. On a envie, on a des choses à dire, on est emporté, on peut être parfois complètement extatique de créativité, et en même temps c'est une souffrance d'y aller parce qu'on sait que parfois c'est trop difficile de sortir les choses clairement. Quand on a des choses en tête, on a du mal à les poser clairement sur le papier. On se dit et donc moi pour cette raison-là c'est souvent synonyme de solitude l'écriture et de labeur, et du coup pour ça j'ai besoin d'être en tac au tac avec une autre personne. Donc déjà coécrire pour moi c'est la clé de toute écriture, et à partir de là choisir les bonnes personnes qui vont comprendre ton langage d'écriture, qui vont comprendre ton humour quand c'est évidemment de l'humour, qui vont pas argumenter des heures quand t'es pas d'accord parce qu'ils se disent je suis au service aussi de la personne qui va être sur scène après. Ça c'est déjà très précieux de trouver un bon co-auteur ou une bonne co-autrice. Moi j'ai toujours eu de la chance que j'ai toujours bossé avec des amis, surtout au début, des amis qui sont là, qui vous connaissent par cœur, qui connaissent toutes vos influences, on n'a pas besoin de se parler des heures pour se comprendre, etc. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et en ping-pong, je dirais que j'ai pu facilement monter des sketchs en disant voilà, moi je veux plutôt ça, est-ce que tu peux m'aider, ça j'y arrive pas. En fait, en confiant ses faiblesses, et l'autre en face normalement arrive à t'aider. Et moi, j'ai toujours eu du bol. Après, ça peut mettre des mois à trouver la bonne personne si on veut coécrire. Hein. Ça se fait pas en 2 secondes toujours. Hein. Mais moi, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait de manière... alors pour les chansons, comme j'avais déjà mes chansons pour mes spectacles, je partais des chansons donc pour écrire le texte. Mais ça, c'est parce que j'ai un one-man show musical. Pour quelqu'un qui n'écrit que du texte, il y a 1000 façons de construire. On peut se dire, j'ai un sketch central qui me fait tellement marrer, je veux tellement faire ce sketch que je vais écrire ce sketch et ensuite autour de ça je verrai où ça m'emmène. En fait je pense qu'il y a autant de façons que de spectacles et que de personnalités. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui veulent rentrer dans cet univers, l'humour, ça se travaille comment ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend ou c'est inné ? Ah là là, je pense que c'est un mélange. Il y a forcément quelque chose d'inné, comme quand on dit, je pense que quelqu'un qui est un très grand artiste, interprète, chanteur, a forcément une base qui est innée. Quelqu'un pourra prendre tous les cours de chant du monde, si on n'a pas quelque chose à un moment, le sens du rythme, le sens il y aura un plafond. Pour l'humour, je pense que c'est pareil, ça part, je pense, d'une nature, finalement. C'est plus le mot nature qui me vient. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours une nature plutôt, et pourtant, Dieu sait que j'étais très timide pendant très longtemps dans ma vie, donc en plus, c'est pas quelque chose je faisais pas le clown à 3 ans devant toute ma famille, je fais pas partie de cette catégorie-là, et pourtant il y a des humoristes qui sont comme ça. Dès 3 ans, on savait qu'elle faisait des imitations. Moi, c'est venu bien plus tard, mais j'avais quand même une nature, avoir beaucoup d'autodérision très jeune. J'ai quand même beaucoup appris à manier l'humour comme une défense aussi. Ça venait quelque chose un peu. L'humour, c'est aussi un résultat de névrose. Hein, donc c'est aussi des artistes. Souvent, c'est des personnes qui sont un peu blessées, qui ont souvent des manques. J'ai l'impression que quelqu'un qui a vraiment une vie très facile et très simple, peut-être ne sera pas humoriste. Je veux pas faire de généralité parce que je suis sûre qu'il y en a aussi, mais en probabilité, en statistique, je pense qu'il y en aura moins. C'est des gens qui transforment aussi des blessures en quelque chose, ce qui est mon cas. Et donc l'humour vient de loin, et en même temps, c'est une magnifique façon de sublimer justement ces angoisses, ces névroses. L'art, ça sert à ça, et vraiment, pour le coup, c'est un outil magnifique. T'as enchaîné Joséphine ose, Joséphine se pose, et maintenant Déviante. Oui, bien plus tard, entre les deux, il y a 8 ans pour le coup, entre 7 ans entre Joséphine se pose et Déviante. Les 2 premiers, je les ai plutôt enchaînés. Et ensuite, j'ai fait une très longue pause pour plein de raisons, et notamment parce que je travaillais beaucoup en tant que comédienne pendant toutes ces années, et j'avais la chance de travailler de plus en plus. Donc c'est vrai que j'ai pris c'est très important aussi dans ces métiers, le travail parfois peut se faire rare, donc il faut toujours prendre les opportunités quand elles sont là. Surtout ne jamais dire non. J'ai toujours ce truc que je dis aux gens, j'en profite pour glisser des petits conseils aux gens. Toujours ne jamais refuser, en tout cas ne jamais refuser par peur. Très important, parce que moi je fais une petite parenthèse, mais je suis quelqu'un de très angoissé, de très anxieux, qui a très peu confiance en elle, mais vraiment assez maladive, et qui a une très faible estime de soi finalement, alors que pour être artiste, quand même si notre famille, les gens qui nous soutiennent, même le public plus tard nous renvoie une image positive de nous encourage, nous dit c'est génial, je vous adore, c'est super. En soi, quand on n'a pas le truc en soi, c'est dur de tenir debout. Et malgré tout ça, moi, j'avais toutes les cartes en main, j'avais le profil idéal pour, dès qu'on me propose quelque chose, dire « Oula, non, je vais pas y arriver, je vais pas être à la hauteur, ils vont être déçus, ils vont regretter leur choix, de toute façon, ce sera pas moi, ça sert à rien. » Et toujours, j'ai ça qui parle en moi. Dès qu'on me dit « Ça te dit d'essayer de faire une chronique ?» J'ai jamais fait de chronique. Non, j'en ai jamais fait, je vais pas y arriver. Et en fait, toujours, dès qu'on m'a proposé un truc qui me challengeait, qui me terrorisait, la chance que j'ai eue, c'est de toujours dire « Ok,
Après, tu dis OK, tu raccroches, tu pleures, t'es en panique, t'es là, mais comment je vais faire, j'ai lu tout ça, mais c'est trop tard, t'as dit OK. T'as dit OK, donc t'y vas avec la peur et t'y vas, tout en étant pas sûr de toi, tout en te disant ça va être nul, mais au moins tu l'as fait. Et quand tu poses un acte, quand t'y vas, ça se passe à la fin très rarement mal. Et le stress, du coup. C'est terrible. Alors ça, tu peux pas. Alors là, pour le coup, ça, moi, je veux bien s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent me donner des conseils. Moi, j'ai un trac maladif depuis toujours et je pense pour toujours. C'est affreux parce que 8 ans après, quand j'ai fait Déviante, justement, et que je suis remontée sur scène, le trac j'avais eu toutes ces années d'expérience, des années entières de chroniques en direct à la télé, des choses de jouer devant des milliers de personnes dans des salles, parfois en première partie. J'avais emmagasiné une expérience qui aurait pu me rassurer, me dire, bon, là, on peut quand même dire, ça va, t'as 15 ans de carrière, tu commences un peu. Pas du tout. C'est comme si j'étais jour 1. Incroyable. Mais c'est terrible, hein. J'ai toujours ce trac qui ne s'en va pas comme au premier jour. Donc, je n'ai pas de conseil. Je n'ai pas de conseil à part. Pas de conseil sur le trac. Un petit peu physique, parce que quand même, le trac peut justement, et d'ailleurs en chant, c'est aussi, malheureusement, c'est là que ça se voit le plus, parce que la voix peut se bloquer. Carrément, moi, dans les notes aiguës, je loupais la note, tellement ma voix se brisait, quoi. Et puis quand t'as un micro en main, mon premier spectacle, j'avais un micro en main, je tremblais, donc on voyait le micro trembler. Alors quand t'as un micro casse, comment ça se voit pas que tu trembles? Mais donc du coup, moi j'arrivais avec le micro tremblant, la voix parce que j'avais des chansons avec beaucoup d'aigus. Et ça, des exercices de respiration, maintenant il y a vachement même des applications, tu sais, la cohérence cardiaque où tu t'inspires sur 4, tu souffles sur 7, tu retiens ta respiration sur 8, il y a plusieurs schémas de respiration. Ça, pour le coup, ça aide physiologiquement à redescendre ton rythme cardiaque qui fait que t'es pas dans... Ça, c'est pas possible. Monter c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Tu peux pas, tu montes à 10% de toi-même. Alors que moi, j'arrive avec des exercices de respiration à monter sur scène avec au moins 50-60% de mes capacités. Pendant les premières minutes, qui sont les plus aiguës, et ensuite, ça descend de plus en plus. Quand la relation avec le public s'installe, si tout va bien, là, ça s'estompe. Oui, mais la rampe de lancement, aussi. Voilà. Mais les 5-10 premières minutes, je n'arrive pas à ne pas arriver complètement terrorisée. J'en ai mal au ventre. Ouais, mais c'est fou parce que je ferai tout pour que ça s'en aille. Le public du stand-up peut te valider ou te tuer en quelques secondes. C'est quoi la relation avec le public dans ce format comparé au théâtre classique ou à la télé? Alors déjà, moi, je n'ai pas fait de théâtre classique. Donc, je ne peux pas comparer avec le théâtre classique, puisque je ne viens pas du tout de troupe de théâtre. Je n'ai fait que des seuls en scène, ou maintenant, Déviante, on est 2. Mais donc, je n'ai pas de comparaison avec le théâtre sérieux, dit sérieux. En revanche, avec la fiction, ça n'a absolument rien à voir, puisqu'on est face à une équipe. C'est l'équipe, le public, qui est nombreuse, parfois, qui peut être 60 personnes. Donc, c'est les gens qui te regardent, mais finalement... En fiction, le regard principal, c'est le regard du ou de la réalisatrice. C'est lui qui va incarner la sentence, parce que c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a fait confiance pour la partition, et c'est lui qui ne doit pas décevoir. Donc à la fin, quand il y a coupé, quand il y a action, tu joues évidemment pour lui, et quand il dit couper, c'est vers lui que tu vas tout de suite te retourner pour voir si il est content, si t'as réussi à faire ce qu'il t'a demandé. Bien sûr. Donc la sentence, elle va être tout le temps en ping-pong avec cette personne. Mais comme on a la chance de pouvoir le refaire, justement, ça t'enlève tout de suite un stress parce que tu l'as raté, il te réexplique, tu réessayes, t'as une nouvelle chance, tu te comprends toujours pas, tu réessayes, tu finis par y arriver, puis il y a le montage aussi qui fait que tu arrives un petit peu là, mais le reste c'était pas bien, c'est pas grave, on prendra que ça. Donc c'est rassurant, il y a toujours un truc qui fait qu'à la fin, ça va bien se passer. Le public, c'est le saut de l'ange, tu sautes de la falaise, il y a pas de parachute, il y a pas de... C'est one shot, si t'atterris pas sur le trampoline, t'es mort. Et ça, c'est vertigineux. De savoir que c'est cet instant-là, c'est l'instant présent par excellence, et en même temps, on a tant de gens qui sont en face, tant de sentences, parce que 100 personnes peuvent rire, 100 personnes peuvent ne pas rire, 50 peuvent rire, 50 pas rire. En fait, il y a une sorte d'inconnu qui est tellement folle, et surtout que c'est incompréhensible à quel point, un soir, tu vois, là, j'ai joué pendant 3 mois au Théâtre des Mathurins, 3 fois par semaine, donc on va dire j'ai fait 36 dates. C'est fou comme du jour au lendemain, la même chose, et vraiment, c'est pas une question de qualité d'interprétation. Peut marcher la même vanne ou le même moment avec hilarance, vraiment quand je te dis énorme rire, et le lendemain, rien, comme si tu parlais pas français. Et tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une synergie à un moment de ces gens-là que tu ne connaîtras jamais puisque tu les connais pas et puis partiront à la fin. Pourquoi aujourd'hui ça a marché, pourquoi demain ça marchera peut-être pas et pourquoi hier. C'est la magie de la scène. Et ça fait que c'est très instable parce que rien n'est jamais sûr. Donc le conseil, c'est ne jamais s'attendre à rien. Jamais. C'est pas dire, oula, bon, ça c'est le moment où... Non, tu sais pas. Et là, parce que quand tu t'y attends et que t'es sûr d'être sur l'autoroute parce que c'est le moment qui cartonne et que ça cartonne pas, ça peut te faucher, te couper les genoux et va remonter après. Donc faut jamais attendre le rire. Surtout, jamais attendre de rire. Faut rester toujours sincère et centré sur sa partition
finalement, presque en oubliant le public, même s'il faut l'intégrer parce que c'est magnifique aussi d'interagir dans l'énergie, de recevoir l'énergie du public. Moi, les premières années de mon parcours, j'étais terrorisée par le public. Je voulais à tout prix qu'on ne voit pas. Je faisais tout pour que les spots m'aveuglent. Je demandais au régisseur de me mettre des spots dans les yeux. Aveuglez-moi. Voilà, pour ne pas voir les gens. Comme si je voulais juste voir un mur noir. Parce que ça m'anéantissait de voir les gens. Maintenant, au fur et à mesure, j'apprécie finalement de voir les gens. J'apprécie de les voir sourire, rire, de m'appuyer sur eux, de rebondir dans la connivence, etc. Mais ça, pour le coup, ça vient avec l'expérience. Au début, je trouve que il y a plus de confiance. Donc, un peu plus de confiance de confiance en ce que j'ai écrit, en ce que j'ai proposé comme texte, plus qu'en ce que j'interprète. C'est pas parce que je me dis je suis géniale et je suis tellement drôle. C'est plus de dire, honnêtement, ce texte, je le trouve vraiment marrant. Moi, ça me fait rire. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut faire quand on fait de l'humour, c'est écrire quelque chose qu'on voudrait d'abord aller voir sur scène. Bien sûr. C'est quoi la pire chose qui puisse arriver sur scène dans un show d'humour ? De pas trouver son public, c'est terrible parce que ça peut arriver pour des raisons extérieures, comme par exemple quand on fait un 5 minutes, les plateaux d'humour, par exemple. Moi, j'en ai jamais vraiment fait, j'en ai fait 2-3, mais très rarement. Je fais pas partie de justement, je suis de cette génération de stand-up parce que mes spectacles étaient des spectacles musicaux. Donc, c'était très difficile d'extraire 5 minutes comme ça, donc j'en ai très peu fait. Mais, dans des endroits comme ça, les gens viennent, ils savent pas ce qu'ils vont voir, ils voient 10 personnes, donc t'as une énorme chance de pas trouver ton public. Ça, c'est une souffrance, parce qu'on se dit, on a presque envie de dire, bon les gars, on va s'arrêter parce qu'on est d'accord que vous êtes trompé d'endroit, c'est pas votre cam, vous avez pas l'air de comprendre ce que je veux dire, juste on s'est pas, comme pour un date, on s'est pas rencontrés, on voit bien que ça va pas le faire, on va arrêter le carnage parce que c'est une souffrance. Toi, t'es 1 heure, tu dois tenir le bateau en sachant déjà que ils vont pas rentrer dans le bateau, ils vont pas te suivre. Ça, c'est dur. Parce que dans ta tête, t'as un petit moulin qui fait que pendant que tu joues, tu te dis, putain, mais pourquoi, qu'est-ce que je fous là, et pourquoi j'ai accepté, pourquoi là, mais pourquoi hier c'était génial, là, mais attends, mais ce soir pourquoi, attends, c'est plus, ils sont plus vieux que d'habitude, mais c'est parce que c'était, et donc tu commences à interpréter, et là, tu es en schizophrénie, et tu peux plus bien jouer, et tu t'enterres, et souvent, en général, c'est des représentations, tu sors, t'es épuisé, t'es dégoûté, ça m'est arrivé très peu de fois, là, pour des viandes, mais 1 ou 2 fois, on s'est dit, waouh, qui sont ces gens, comment ils ont atterri là, il y a un malentendu, vraiment. Et là, tu sais pas toujours pourquoi cette salle-là n'est pas ton public, mais quand tu tombes sur des gens qui ne sont pas tes gens, c'est dur à vivre sur le moment. L'heure est longue, quoi. Sur un spectacle d'1 heure, ça fait que l'heure, elle est, il y a un mélange de frustration et parfois un peu d'aigreur, hein, parce que, non pas que tu dis c'est des connards, c'est des cons de pas avoir compris. Non, parce qu'ils ont le droit d'aimer un autre humour et que ça ne soit pas le tien, ça il faut l'accepter. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est très bien comme ça aussi. Mais par contre, sur le moment, c'est une souffrance d'interprète, d'artiste, quoi. Je dirais que c'est ça, moi, le plus compliqué quand t'es sur scène et qu'en face, tu te rends compte qu'on s'est pas rencontrés, quoi. Une séance de travail avec toi ? Ça dépend des gens avec qui je travaille aussi, parce qu'on doit s'adapter à l'autre, en fait, quand on travaille. Moi, après, on mange beaucoup, on grignote beaucoup, en tout cas, parce que moi, j'adore grignoter, donc on met plein de trucs à manger sur la table, on picore, on fait plein de micro-pauses, parce que aussi, ça, c'est le problème aussi aujourd'hui avec les téléphones, les réseaux sociaux. Il y a 15 ans, pour mon premier spectacle, j'aurais pas dit ça. Mais maintenant, on a toujours un peu son téléphone une notification qui arrive, attends 2 secondes, attends, t'as vu ça, tu fais une pause toutes les 10 minutes, tu fais une pause de 10 minutes pour montrer une vidéo, un message, un truc. Donc il y a beaucoup de digressions, mais parfois on peut avoir d'un coup un fou rire sur un truc qui a rien à voir, et je sais pas pourquoi ça peut déclencher un truc sur le spectacle. Donc en fait, faut pas non plus bloquer. Moi, je suis quelqu'un de très scolaire aussi, c'est important de dire que je viens d'un environnement où l'école a été très importante pour moi dans mon parcours personnel. Je me suis vraiment réfugiée dans le système scolaire. Donc je suis quelqu'un, toujours aujourd'hui, de très scolaire. T'as des devoirs à faire. Tant que t'as pas fait tes devoirs, tu peux pas t'amuser, tu peux pas profiter. Et donc moi, j'ai toujours eu ce truc de, aujourd'hui, t'écris tant de pages. En fait, si tu t'autodisciplines pas, moi, je sais que je suis mon propre gendarme. Sinon, j'avance pas. Combien d'artistes ne se mettent pas d'eux-mêmes à l'ordinateur parce que, je sais pas, ils ont pas d'un coup l'éclair de génie, comme si c'était d'un coup une inspiration. Moi, je crois pas à ça. Je suis dans mon canapé, je fais ma vie, je fais rien, je vais au cinoche, je bois des verres, puis un jour, je vais comme ça, je vais faire, non. Je suis inspirée, c'est maintenant. Non, c'est pas, je vais prendre la plume de Pan et je vais écrire à la lumière d'une bougie. Non. Pour moi, être artiste, c'est quand même un vrai travail réel, concret. Et ton spectacle, ton livre, ton scénario, tu vas pas l'écrire si tu t'imposes pas un cadre. Que ce soit nul ce que t'écris. Parce que moi, je me dis toujours, aujourd'hui, tant que t'as pas écrit, je sais pas, par exemple, 5 pages, je prends l'exemple d'un spectacle, tant que t'as pas écrit un nombre de pages défini, même si c'est nul, hein, même si à la fin tu vas lire demain, tu fais, wow, c'est nul, c'est pas drôle. Tu ne bouges pas de ton bureau. Et je m'impose ça, et dans tout ce que je vais écrire, il y aura toujours un truc qui va ressortir de bien, et j'aurai toujours l'impression d'avoir fait un pas. Et ça garde une dynamique, ça garde l'impression d'avancer, même si c'est un pas de fourmi, plutôt que de se dire, je vais attendre, moins ça vient, donc plus t'as peur d'y aller,
Donc moi ça va venir, donc c'est terrible. Alors que plus t'y vas, plus c'est pas très bien, mais qu'il y a un petit truc qui t'a inspiré, qui t'a inspiré un autre truc le lendemain, etc. Plus ça se débloque, plus c'est fluide, plus t'as envie d'y aller, et plus en fait tu le fais. Et ça pour moi ça vient de mon côté scolaire. Le nombre de pages, t'as fait tes devoirs, c'est bon, tu peux fermer ton truc, tu peux faire ton kiff, tu peux regarder ta série, tu peux boire ton verre parce que t'as la sensation d'avoir fait ton travail. Et moi, si j'ai pas ce truc-là, je panique, ça me fait paniquer. Et c'est comme ça que j'ai tout fait en général dans ma vie, tu vois. J'ai même fait c'est toujours disponible si les gens veulent voir sur l'Instagram ou sur Teva directement, la chaîne Teva. J'ai fait une série qui s'appelle Intérimaire, une série humoristique, un programme court. Il y a 50 épisodes. Il fallait quand même les écrire, les 50, dans un temps donné. Il y avait quand même un temps, on savait qu'on tournait telle date, il fallait les écrire. Et j'avais un calendrier avec un nombre, j'avais carrément fait un calcul. 50 épisodes divisés, je dois l'avoir rendu le 26 juin. De avril à juin, ça fait tant de semaines. Tant de semaines, 50 sketchs divisés par tant de jours. J'étais là, il faut que j'écrive, ça me faisait rire parce qu'il fallait que j'écrive 3,3 sketchs par semaine. Donc ça n'a pas de sens que le virgule 3. Et donc je m'étais dit, t'arrondis à 4. Parce que 0,3. Un peu plus. Pour, si un jour j'ai un aléa ou un truc qui fait que je peux pas, je savais que j'avais un peu d'avance. J'avais tout pensé et je m'étais dit, voilà, si t'as pas écrit 4 sketchs par semaine, c'est que t'as pas rempli ton quota. Et donc parfois j'en écrivais, j'étais contente, j'en avais écrit 2 un jour, j'étais là, le reste de la semaine il est plus détendu, j'en ai plus que 2 sur la semaine. Parfois j'en écrivais 0, j'étais là, on est vendredi, il faut que j'en écrive. Mais en fait, ça me cadrait. Et je les ai écrits comme ça, en fait. Et encore une fois, je veux pas blâmer les gens qui fonctionnent différemment, mais beaucoup de gens se plaignent en tant qu'auteur parfois de pas réussir à écrire aussi vite qu'ils voudraient, à délivrer autant. Je croise beaucoup de gens qui me disent mais comment t'as fait pour écrire déjà tout ça parce que je me pose tous les jours, je me mets des objectifs. C'est ça, un objectif concret et réaliste aussi. Je dis pas tu t'écris 50 pages, non, je me dis voilà, un épisode par, je sais pas. Moi, ça fonctionne bien pour moi si les gens veulent tester cette méthode. Je trouve que c'est gratifiant en tout cas. Même quand ce qu'on écrit n'est pas génial, c'est pas grave, c'est pas le but d'écrire une VDF. Non. S'il y a des V1, V2, V3, c'est pas pour rien. Donc en fait, c'est pas. Je connais des gens qui sont tellement stressés, tellement idéalistes qu'ils veulent que leur V1 soit leur VDF. Ça, c'est un piège aussi. Impossible en plus. Ça c'est très rare. Donc vaut mieux se dire une V1, ça sert à être une V1. Donc elle va être potentiellement pas la dernière, pas gardée quoi. Donc les jeunes, cadrez-vous. Ouais, je pense que vraiment c'est très important. C'est très important. Plan cœur, quand même. Netflix et la reconnaissance. Ouais, c'est ça. La notoriété vient de là, ouais. Plan cœur sur Netflix en 2018, tu incarnes Milou, la meilleure amie. Est-ce que tu t'attendais à ce tournant ? Non. Alors oui et non. Ce serait mentir que de dire non parce que Netflix, les équipes de Netflix de l'époque, on était la 2e série française qui avait été en production suite à la série Marseille, qui avait pas marché en France. Donc ils avaient mis énormément d'attentes sur cette 2e série française. C'est vraiment un autre temps de Netflix, on parle de ça donc il y a maintenant 8 ans. Il y a 8 ans, c'est pas le Netflix d'aujourd'hui où il y a plusieurs séries par an, plusieurs films par an français, c'est devenu une vraie économie française. Avant, c'était on s'est gamellé avec Marseille qui nous a coûté 1 milliard d'euros. Les gars, là, on compte sur vous, quoi. En gros, c'était une pression de dire, il faut que ça marche, en fait, parce que... Donc, d'un côté, on savait qu'ils allaient mettre les moyens. On a eu des affichages partout, devant même les Galeries Lafayette, en 15 mètres sur... Donc, ils ont mis les petits plats dans les grands pour que ça marche. Donc, on s'est dit, on a une chance qu'en effet, ça découle. Mais en même temps, aucune certitude. Combien de films avec des stars n'ont pas marché ? Enfin, on sait aussi que ça pouvait aussi ne pas marcher. Donc, en fait, c'était... Du jour au lendemain, ça a cartonné, mais moi, la veille au soir encore, j'étais pas du tout sûre que ça allait changer quoi que ce soit dans ma vie. Donc c'était vraiment, je me disais, c'est qui tout double ? C'est qui tout double, mais moi je m'en fous parce que je m'en foutais. Parce que ça aussi, c'est un conseil, j'adore parce que je donne plein de conseils, mais c'est des conseils qui viennent vraiment de mes expériences et des expériences aussi autour de moi. Je suis pas toujours, quand je parle souvent, là, quand je donne des conseils, c'est des conseils que je partage et que j'échange avec beaucoup d'artistes, beaucoup de comédiens, beaucoup de scénaristes. Donc, c'est pas que mon expérience, c'est une synthèse aussi de choses échangées. Et notamment sur cette histoire d'attente, je pense qu'un des conseils que je donnerais, c'est de ne jamais attendre quelque chose d'un projet. Parce que dans les deux sens, ça veut dire que on peut autant se dire, il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait un retour, que ça m'apporte d'autres rôles, que je sois connue, et non, et en fait non. Et il y a tellement de surprises dans l'autre sens. On peut avoir un micro-rôle, et je connais, mais même moi, j'ai tourné un petit rôle dans la série Validée sur Canal+, j'ai, 4 scènes. Il y a une scène qui est devenue une scène culte de la série. Quand tu le tournes, tu le sais pas, tu fais une scène, t'as 4 scènes, tu fais ta scène. Cette scène, on m'en parle presque autant que Plan cœur dans la rue, et des gens et des artistes et des réels m'ont déjà dit cette scène est tellement dingue, ça m'a fait c'est là que je t'ai découverte.
Tu te dis, j'ai fait une scène, c'est fou. Alors que tu t'attendais évidemment à rien sur une scène. Mais quand tu fais un truc qui va être, on te dit, il va y avoir de la promo, il va y avoir nanani, t'as 2 chances sur 3 d'être déçu, et comme t'as mis une attente dessus, c'est pire que si t'en avais pas mis. Donc moi, en général, je conseille de prendre l'expérience toujours pour ce qu'elle est. C'est-à-dire que moi, quand je finis un tournage, je l'oublie. C'est comme si on m'avait fait Matrix. On m'a mis le truc, et c'est comme si je l'avais pas fait. Quand je suis dans le tournage, quand je suis dans le projet, quand je me prépare, quand je tourne, j'apprécie le moment, je suis à fond dans le moment, je suis à fond dans mon travail. Dès que j'ai terminé. Tiroir. Merci, au revoir. Et après, parfois, pour la promo, t'es obligé de réouvrir parce que tu repars avec de la promo et tu dois reparler de ton truc. Mais jusqu'au moins la promo, je n'y pense plus du tout. Et ensuite, en promo, c'est fait, mon travail est fait de toute façon, donc ça ne m'appartient plus et donc je ne projette rien. C'est important de peu projeter sur les projets parce qu'on peut être que déçu et dans l'autre sens, on peut aussi être agréablement surpris. Comment tu travailles un personnage comme Milou ? Tu as une méthode, tu pioches alors moi, j'avais dans du vécu ? Ouais, alors non, moi déjà, selon les rôles, pas tout le temps, je prends une coach. Alors ça, c'est aussi pareil pour les jeunes ou les gens qui voudraient. Il y a des fois, c'est pris en charge par la production ou une partie parfois, parce que c'est quand même payant. Donc ça veut dire que moi, ça avait été... Est-ce que ça avait été pris en charge par la prod ? Non, pas celui-là. Donc j'avais payé moi à l'époque la coach, mais plus tard ça m'est arrivé de faire payer une partie par la production. Et en fait, on construit le personnage ensemble. Elle m'aide à construire. Là, pourquoi j'avais pris une coach ? Parce que dans la série, dans la saison 1, le personnage est enceinte. Et moi, je n'étais pas encore maman à l'époque. Je n'avais jamais été enceinte. Et donc, comme c'était quand même quelque chose qui demande une incarnation physique particulière, elle est enceinte de 8 mois, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un poids. Je l'ai su apprendre en étant enceinte moi-même, mais il y a un poids, il y a une façon de marcher, il y a une façon de respirer qui est différente, il y a une façon de se lever, il y a une façon... en fait, ça transforme toute la physicalité. Et pour moi, un personnage, c'est avant tout sa démarche. Moi, je construis beaucoup mes personnages par leur façon de se placer dans l'espace. Ça veut dire, est-ce qu'elle est ancrée, est-ce qu'elle a les pieds, est-ce qu'elle se tient droite, est-ce qu'elle est courbée, est-ce qu'elle marche vite, et donc ça, comme c'était très dépendant de la grossesse et que je n'avais jamais expérimenté, j'ai bossé avec une coach avec qui on a créé le personnage d'abord dans le corps. Et une fois que j'ai eu ça m'a permis d'aborder ce personnage de manière beaucoup plus organique. Et c'est vrai aussi que pour ce personnage particulièrement, elle a pas mal de traits de caractère qui sont très communs aux miens. Donc c'était facile. C'est aussi facile. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu le rôle et que j'ai réussi mes castings. Parce que les scènes, j'avais l'impression, je me souviens, le premier tour, c'est la scène pour les gens qui ont vu la série. J'avais une des scènes, c'est dans le taxi quand elle attend le Uber et qu'il n'arrive pas et qu'elle commente. Mais j'étais là, ils ont mis une caméra chez moi ou quoi ? C'est exactement moi qui dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi il fait le tour ? Je passe mon temps à faire ça, à dire et après arriver, le mec il s'arrête pas. Et donc c'était très proche de moi. Donc tout ce qui était écrit, c'était vraiment des choses que j'aurais pu faire et dire. Ça aide, c'est sûr, mais ça, c'est comme ça, ça s'est fait comme ça. C'était pas une très grosse composition, pour moi. Voilà, c'est proche de moi. Pas tout, hein, mais on va dire, les 70% du personnage, c'est quand même pas mal moi dans la vie. Ah, écoute, c'était fin, c'était bien joué. Haute saison, France 2. Ouais, ça, c'est plus loin de moi. Il y a une partie quand même commune, mais pas tout. C'est une comédie policière à Biarritz. Le pilote avait réuni 4,3 millions de téléspectateurs. C'est quoi ton personnage Lisa et comment tu t'es approprié cet univers ? Alors déjà oui, l'univers, j'avais déjà fait des rôles de flics, plusieurs même d'ailleurs, c'est marrant, dont un dans une série Amazon qui s'appelle Darknet sur mer avec Artus, où j'étais policière municipale et où j'avais déjà comme ça porté tout l'attirail de flics et j'avais déjà un peu abordé ça et il y avait des scènes d'action, j'adore ça, les scènes d'action, c'est rare, j'en avais pas fait beaucoup et donc ça m'a vachement attirée dans le personnage qui est donc une CRS de pouvoir être dans un truc dans l'action, dans le corps aussi vachement et d'ailleurs pareil, le personnage c'est un personnage qui est très rigide, qui a un truc très bon élève aussi, qui d'ailleurs est le point commun que j'ai avec le personnage, c'est qu'il y a un personnage qui est très scolaire, très c'est la loi, c'est les règles, c'est comme ça, on travaille pas très loyal et ça, ce personnage je l'ai construit aussi pareil, c'est porter un uniforme, c'est déjà créer son personnage. Quand on rentre dans un costume de flic, avec les bottes, les grosses bottes, que personne ne porte dans la vraie vie, c'est la ceinture qui est très lourde, qui te donne une démarche, déjà qui change ta démarche. Quand la ceinture, elle fait 15 kilos. Hein. C'est vraiment très très lourd. Le gilet qui te fait une carrure d'un coup, ça te met dans une stature qui te donne déjà l'inclinaison du personnage avant toute chose. Et après, c'est un personnage qui est très ancré, donc c'est un personnage qui ne se tiendra pas sur une jambe, qui ne va pas se déhancher et lever sa jambe pour te parler. C'est quelqu'un qui va être toujours droit, qui va être toujours les 2 pieds dans le sol. Moi, ça m'aide à créer les personnages, donc j'ai abordé ce personnage en l'incarnant dans sa démarche avant tout. Et dans son côté scolaire que j'ai aussi, je me suis raccrochée. J'aime bien quand même, c'est facile pour les gens qui abordent des personnages, je trouve que même quand on n'a pas
100% d'un personnage, c'est quand même chouette de pouvoir se raccrocher à un truc qui nous parle quand même vraiment. Donc moi, je me raccroche à ce truc-là qui me parle pour me permettre de me familiariser avec elle. Pour la rencontrer, il faut que je me dise, tiens, je comprends cette partie d'elle, elle est scolaire, moi aussi, donc je vais prendre ça parce que ça va me rassurer. Alors que quand tu vois un personnage qui est vraiment, où il n'y a rien qui te parle, c'est plus difficile. J'en ai pas joué beaucoup des personnages qui avaient rien à voir avec moi. J'espère le faire un jour parce que c'est un beau challenge, mais je n'ai pas fait beaucoup ça. C'est un beau challenge, écoute, tu peux lancer un... Bah ouais, ça c'est plus des rôles dramatiques parce que j'ai joué des personnages dramatiques mais pas assez à mon goût. J'estime que les gens me mettent pas mal dans la catégorie comédie et j'adore et j'aimerais en faire encore toute ma vie. Mais c'est vrai que la partie dramatique, on a moins tendance à m'imaginer dans ces rôles-là. Donc dans Haute Saison, justement, pour revenir à Haute Saison, ce qui est intéressant, c'est que mon personnage n'est pas un personnage comique. Ce n'est pas moi. Il y a 2 autres personnages de la bande de flics qui sont des cautions comiques que j'aurais pu jouer d'ailleurs il y a quelques années. Ça aurait été le genre de rôle qu'on m'aurait confié. Mais là, c'est un personnage qui ne génère pas la comédie. Et ça, c'était chouette pour moi aussi, parce que je n'ai pas la responsabilité de la comédie. Donc, ça me fait aborder aussi un rôle différent. C'est une expérience différente de tourner à Biarritz que sur les plateaux là. Ah ouais, alors c'est ce qui est génial. Oui, déjà, c'est toute la côte basse, donc c'est sublime. On découvre moi, je connais pas du tout. Je connaissais pas du tout avant de tourner là-bas. C'est des paysages magnifiques. Les gens sont gentils. On est hyper bien. C'est particulier de tourner en dehors de Paris, enfin en dehors de chez soi, parce que ça change complètement ton rythme. Tu n'as plus tes repères. Avant, quand tu tournes à Paris, tu rentres comme chez toi, comme si tu étais allé au travail, et puis tu rentres, tu vois ta famille, tu te lèves tôt le matin, tu te fais ton petit café chez toi, tu pars. T'as ton cadre quand tu pars tourner à l'étranger. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil au film Avec ou sans enfants qui est disponible sur Netflix, parce que j'ai tourné en Italie. C'est un super film, super comédie. Regardez-le. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants, donc c'est intéressant. C'est des jeunes comédiens en herbe qui sont aussi dans ce film. Donc, Avec ou sans enfants, Italie. Pareil, tu passes 2 mois en Italie. Oh, là, t'es loin. T'as même pas la même langue. T'es pas près de ta famille. C'est très difficile. Alors après, personnellement, là, pour les jeunes, ils n'auront pas ce problème parce leurs parents vont peut-être leur manquer, mais quand en plus t'es maman après, c'est très compliqué de s'éloigner de ses enfants. C'est des épreuves aussi qu'il faut pouvoir dépasser. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais par contre, c'est très rafraîchissant parce qu'il y a un esprit colonie de vacances qui s'installe et qui peut être vachement cool. L'équipe devient tes potes forcément pendant le temps du tournage, pas forcément après, mais en tout cas pendant, ça crée une cohésion très forte. Et souvent, ça se ressent à l'écran, à la fin. Qu'il y a quand même quelque chose qui a une fusion qui n'opère pas quand on est à Paris, quand on est chez soi. Parce que chacun a vraiment sa vie, retourne dans sa bulle. Quand on est tous ensemble, en province ou à l'étranger, on crée une bulle commune, immédiatement. Un peu comme une famille. Exactement. Oui, moi, je dis toujours une colonie de vacances, je sais pas pourquoi, parce que j'ai souvent été en colonie de vacances plus jeune, je sais pas, ça me fait penser à l'esprit colo, quoi. Ok. Quand tu regardes en arrière, c'est quoi la première chose que tu aurais aimé qu'on te dise honnêtement avant de te lancer ? Ah oui, c'est intéressant ça. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai toujours tendance à faire, enfin justement que je m'applique toujours aujourd'hui parce que c'est pas évident, c'est de pas vouloir aller trop vite et de pas être trop pressé parce que chaque parcours a son sens. C'est quand je disais tout à l'heure sur pourquoi pendant 10 ans j'ai eu l'impression d'avoir galéré quand je faisais plus ce métier, que je faisais que de la musique et ensuite bam, 10 ans plus tard tu te retrouves sur scène et tu te dis mais en fait ces années-là elles m'ont paru longues, elles m'ont paru être douloureuses mais elles font sens aujourd'hui. Et peut-être que si je les avais vécues moins comme une frustration, moins comme je voyais tout le monde qui avançait autour de moi, elle a eu ce rôle-là, elle bosse, moi je fais pas, de pas se comparer aux autres et de pas se dire, comparer les parcours, chaque parcours est unique autant qu'on est tous uniques et que, on fera le bilan dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Ceux que j'ai vus quand je citerai pas de nom, mais quand j'avais 16-17 ans et que j'étais malheureuse comme les pierres de pas me sentir bien dans ma peau et que je voyais les filles qui avaient eu le rôle à ma place ou qui faisaient un film ou 2 à cette époque-là, et je voudrais tellement être elle. Je voudrais tellement. Qu'est-ce que je donnerais pour faire ce film, pour être à sa place? Je peux te citer 5-6 noms, ça fait bien 15 ans qu'on en a pas entendu parler. Donc voilà. Et moi, mon parcours, j'ai fait marche après marche. J'ai peut-être eu l'impression d'aller doucement. Mais c'est ça aussi qui a sécurisé mon parcours et mon expérience. Et donc, je dirais aux gens de ne pas s'affoler quand ils voient que ça ne prend pas tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système qui n'était pas le mien à l'époque, de réseaux sociaux, en une vidéo drôle, tu peux faire un buzz, tu peux faire 1 million et du jour au lendemain, tout le monde te veut pour jouer dans un film parce que tu as fait 2 blagues dans une vidéo. Ok, pareil, on en reparle dans 20 ans. Parce que ça peut être super sur le moment, tu fais un buzz, mais... En 20 ans, tu vois loin. Voilà, on en parle dans 5 ans. Non, mais donc, il y a ce truc-là où... je pense que ça doit inspirer aussi aux jeunes un truc d'immédiateté. Oh là là, mais attends, mais moi je peux faire un buzz et je peux y arriver là, quoi. Ça. Voilà. Et donc, ne pas tomber dans ce piège. Garder le côté artisanat, construire pas après pas, marche après marche, l'escalier,
pour pas s'écrouler, en fait. C'est qu'il faut solidifier chaque marche pour être sûr qu'il y en aura une après. Moi, c'est vraiment comme ça que je me dis, si on m'avait dit plus jeune, c'est le parcours qui compte et à la fin, on en parle quand on sera à l'âge de la retraite, si on est toujours là, j'aurais vu les choses différemment. J'étais trop dans un truc d'impatience, parce que je suis très impatiente dans la vie. Je le suis toujours. Et donc, chaque jour me semblait un an, quoi. Et c'est surtout être patient et se dire que tout fait sens. Tout a du sens. Et comment on gère les périodes creuses, les refus, les silences, les doutes ? Très dur aussi, ça, c'est quelque chose. Pareil, ça, c'est le travail d'une vie. Parce que je peux citer des gens qui ont même 10 ans de plus que moi et qui le vivent toujours aussi mal. Ça, c'est très propre à chacun. Voilà, moi, je suis quelqu'un, pareil, voilà, qui, quand même, le fait d'avoir une faible estime de moi, une faible confiance en moi, ça a tendance à m'anéantir, en fait. Et ça, je travaille dessus, même en tant que personne, au-delà de mon métier, à ce que ma confiance ou mon socle intérieur soit suffisamment solide pour qu'un refus, qu'un non ne me fasse pas m'écrouler. C'est plus un peu comme dans la fable de La Fontaine, me fasse pencher comme le roseau, mais ne pas céder, pouvoir me relever facilement. Avant, je m'écroulais. C'est-à-dire qu'un non, ma vie s'arrêtait, j'étais en étoile de mer sur mon lit, plus rien n'avait de sens, je disais je veux arrêter ce métier. C'est terrible, je voulais arrêter le métier dès qu'on me disait non, parce que j'attendais, ou je voulais, ou j'étais sûre que c'était pour moi le rôle, etc. Maintenant, j'essaie d'adoucir ce pic, parce que justement, je me dis, je sais maintenant que souvent après la pluie, il y a le beau temps, que la roue tourne, que c'était pas pour moi, que souvent je me suis dit, tiens, si j'avais fait ça, j'aurais pas pu rencontrer cette personne que j'ai rencontrée, j'aurais pas été à Paris, et en fait, c'est cette personne-là avec qui je fais un truc génial 2 ans après. Mais ça, tu le comprends pas sur le moment. C'est pareil. Tout fait sens. Tout fait sens d'une façon ou d'une autre, même quand ça nous apparaît comme une injustice. Il y a en fait, moi, j'ai beaucoup vécu ça comme des injustices. Je sais pas si d'autres gens qui écoutent ça, qui sont en finale de casting, où le réal leur a dit, t'es génial, moi, je voudrais que ce soit toi. Et finalement, le producteur dit, non, moi, je veux pas. Moi, je veux que ce soit elle parce qu'elle a plus de followers, ou elle va pouvoir avoir plus de public. Donc, même si ton choix artistique, c'est cette personne, moi, je veux elle. Et donc, le réalisateur se retrouve à devoir te dire, tu étais mon choix, mais ce sera pas toi. Injustice terrible, suprême. Sentiment de rage, en fait, parfois des colères, de se dire, mais c'est pas possible, ce système, pourquoi ? C'est pas parce que moi j'ai pas de followers c'était moi le rôle, il me l'a dit que c'était moi qui voulais. Tout ça, faut quand même, humainement, c'est très dur à vivre au quotidien, et ça l'est toujours pour moi, Donc c'est quelque chose qui, pour les jeunes, je pense que ça peut être très très compliqué de manager ça. Et c'est normal. Faut pas paniquer, ça fait partie du jeu. On peut pas être le Dalai Lama et de dire, eh bien voilà, j'ai fait 4 tours de casting, et on me disait que ça allait être moi, et en fait c'est pas moi pour une raison complètement aléatoire et complètement pas artistique. C'est très difficile d'apprendre à le vivre bien. Je suis moi-même toujours en chemin pour le faire parce que ça m'arrive encore d'être outrée, d'être indignée de décisions qui sont arbitraires, mais il faut toujours garder en tête que c'est un métier qui est un système capitaliste dans lequel on est tous, dans tous nos métiers, pas qu'artistes, et que donc c'est une industrie. Ce n'est pas on est là à faire de l'amour de l'art. Non, c'est un métier où les gens veulent gagner de l'argent, les producteurs, tout le monde veut gagner sa vie grâce à ce projet. Si c'est artistique, si c'est bien, tant mieux, mais si c'est bien mais que ça rapporte pas d'argent, on s'en fout. On veut quand même que ça marche. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça marche. Et si c'est quelque chose d'autre que toi qui fait qu'ils estiment que ça va marcher, il faut l'accepter parce que ça fait partie de quelque chose de plus grand. Donc, c'est toujours se dire, c'était pas pour moi, quelque chose de mieux m'attend. Se répéter, en être sûr, être convaincu que c'était juste parce que c'était pas bon pour nous à ce moment-là et que quelque chose de mieux sera sur le chemin pour pouvoir souffler et passer à autre chose. Mais accepter la déception. Accepter. Parce que c'est impossible de la contourner quand ça nous tombe dessus. Et par contre, pour répondre à ta question, parce qu'il y avait plusieurs questions en une, sur le côté les périodes de creux, parce que c'est pas pareil que les refus. Là, j'ai parlé surtout du côté refus, le côté non, le côté c'est pas pour toi. Mais quand tu n'as rien du tout, moi, je conseille toujours aux gens de créer leur propre matière. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui me répondront, mais moi, je sais pas écrire, j'ai pas d'idée. Justement, ton travail, ça va être d'utiliser ce temps de creux pour t'inspirer de, je sais pas, l'histoire de tes grands-parents. Quelque chose qui va t'inspirer, qui n'est peut-être pas forcément ton histoire, ou une blessure, un chagrin, j'en sais rien, quelque chose qui t'a marqué et qui va être un terrain de création, je sais pas, un court-métrage, une pièce, quelque chose qui va te porter en attendant et qui va te créer une matière qui va te garder dans un mouvement, dans une dynamique, en attendant que le reste vienne. Parce que plus on est immobile dans ce métier, moins on attire les choses. Donc ne jamais, parce que plus on est immobile, plus on est dans l'attente. Plus on est dans l'attente,
moins on est appelé. C'est un peu l'énergie globale dans la vie. Hein. Ça peut aussi être sentimental. Plus on veut, plus on est aux aguets, et moins en général on attire les gens. Et c'est pareil dans le travail. En général, plus tu t'occupes de toi, parce que je sais pas, tu te dis tiens, je vais écrire un court-métrage. T'es centré sur ton idée, même si tu galères, même si tu mets du temps, t'as ton truc, tu génères ta matière, donc tu es moins dans une attente. T'es dans un mouvement. Et ça va faire que bam, les autres opportunités arrivent, c'est fluide, ça circule. Faut que l'énergie circule. Si tu t'es là chez toi à dire pourquoi mon agent il m'appelle pas pour un casting, pourquoi j'ai pas de casting, pourquoi lui il a un casting et moi j'ai pas de casting, plus tu figes, moins il y aura de casting en général. Accepter tout, accepter de faire des courts-métrages. Bien sûr. N'importe évidemment. Lequel. Non, parce qu'il faut quand même se trouver qu'il y a quelque chose de stimulant. Pas n'importe lequel, justement. Mais par contre. Mais dans le court-métrage, La Couille. Ah ouais. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui était stimulant, s'il te plaît? Plein de choses m'ont stimulé dans ce court-métrage. Mais déjà, la rencontre avec le réalisateur Emmanuel Poulain-Arnaud, avec qui j'ai retravaillé 2 fois. Donc déjà, ça aussi, se dire, c'est très important, les gens, les jeunes surtout, à qui on propose des courts-métrages, pensez-y, que les gens que vous allez rencontrer sur ces courts-métrages, ils ont beau être comme vous, j'en sais rien, fauchés, démarrés, en loose, parce que dans 10 ans ou dans 5 ans, ils peuvent faire des longs métrages et vous rappeler pour jouer dedans. Donc jamais prendre de haut, jamais se dire ouais d'accord, un petit court métrage de merde, pas payé, à l'arrache. Non. Oui, cette personne-là, c'est une graine de grand réalisateur qui va faire après un film avec Danny Boone, Audrey Lamy. Voilà, en fait c'est ça. Et donc je savais pas quand j'ai fait ce court métrage La Couille qu'après il allait faire plein de films super dans lesquels j'ai aussi joué, mais que ça allait devenir un grand réalisateur. C'est ça, c'est miser aussi sur des rencontres. Donc ne jamais refuser parce que c'est des terrains de jeu de rencontres. Donc moi d'abord ça m'a permis de travailler avec Emmanuel Poulain. Et Baptiste Le Caplin, que je ne connaissais, il me semble pas à l'époque, ou peut-être je l'avais croisé dans l'humour parce que je faisais déjà un spectacle. Mais en tout cas, j'avais jamais travaillé avec Baptiste. Et donc, une rencontre qui a eu lieu dans une salle de bain exiguë, parce que pour une de nos scènes, je devais mimer une fellation. Important pour les plus jeunes qui nous écoutent. Prenez le temps de regarder sur Wikipédia ce que c'est. Il nous a parlé d'un gobelet. Oui, parce qu'en fait, il fallait que dans l'histoire, il essaye de récupérer du sperme parce qu'il a un cancer des testicules et qu'il pense qu'il va plus pouvoir être fertile et donc il doit récupérer son propre sperme pour le congeler pour pouvoir faire peut-être des enfants plus tard. Et comme il n'y arrive pas, je propose en bonne copine de le dépanner. En surtout bonne copine. Voilà, bien sûr, à ne pas reproduire chez soi. Les bons copains ne sont pas obligés de faire ça, je précise. De le dépanner et donc de lui faire une fellation pour qu'ensuite il puisse récupérer son sperme. Donc en fait, la scène foire parce qu'il n'y arrive pas à s'arrêter à temps. Bref. Mais alors, je précise qu'on ne le fait pas pour de vrai. On fait semblant. Ah bon? Les gens, on fait semblant. Les scènes de sexe sont simulées. Mais ce qui est quand même drôle, c'est que malgré tout, dans la simulation, il y a forcément pour la mise en scène une partie on ne peut pas y échapper. C'est quand tu es tourné dans une salle de bain qui fait 1 mètre carré, où il y avait même pas, tu rentres, tant que Baptiste, il se mette contre le lavabo, je pouvais à peine rentrer dans la salle de bain tellement c'était petit. Et il fallait que je me mette à genoux et quand même pour le plan, il fallait qu'on comprenne, sans voir évidemment la partie intime, mais il fallait qu'on comprenne que j'étais en train de faire cet acte. Et donc j'étais à genoux, vraiment, j'avais le nez collé à son slip quand même. Je crois que mon nez a touché son sexe à travers le slip. J'ai un souvenir de ça. Et évidemment, je te passe les fous rires à regarder un truc. Il y a un mélange de gêne, etc. Donc tout le monde mord de rire, mais quand même physiquement, c'est drôle de se retrouver le nez dans le slip, à moitié dans le slip. Voilà. Et parfois des scènes de sexe où même si on ne fait pas pour de vrai, il y a des fois, tu mets un petit coussin pour séparer les 2 zones des comédiens, mais bon, on est quand même très proche, quoi. Moi, ça m'est arrivé, on doit dissimuler, mais il y a des fois, le comédien touche tes seins, quoi, en fait. Hein. Puis t'as fait pas mal de scènes. J'en ai fait beaucoup. Pas mal. Beaucoup. Après, je suis pas pudique. Après, j'ai la chance de pas du tout avoir un problème avec la pudeur, ce qui est plutôt, ça dépend vraiment des gens. Donc, moi, ça me dérange pas. Même d'être à poil sur un plateau, j'ai déjà tourné une scène totalement nue, ou être même totalement nue devant les gens ne me dérange pas fondamentalement. Je suis pas exhibitionniste, ça va pas me plaire, je vais pas être là, comment ça va, jambes ouvertes, mais je vais pas être terrorisée de me dire, je veux que tout le monde sorte, ça va pas me faire une appréhension particulière. Et donc voilà, si un comédien avec qui je tourne doit me mettre la main sur le sein ou que voilà, ça va me faire rigoler, je vais pas être mal à l'aise. Mais ça, c'est vraiment tellement propre à chacun, je peux pas commenter, quoi. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que font les jeunes comédiens dans leur façon de travailler, de se présenter, d'aborder les castings? Parce que c'est pas moi qui les ai employés pour l'instant. J'ai tourné avec des jeunes, mais c'est pas moi qui les ai. Je peux pas vraiment te dire parce que j'ai pas été au contact de jeunes, en tout cas en situation de casting. Après, mon mari est réalisateur, il a beaucoup tourné avec des jeunes, il fait aussi des publicités, donc j'ai déjà vu les essais des jeunes qui passaient pour des rôles dans le film qu'il a fait, il a fait un long métrage où il y avait des jeunes, j'avais vu les essais à l'époque et aussi dans ses publicités,
Et c'est vrai que j'observe quand même les essais des jeunes et les erreurs. En fait, les erreurs, je dirais que l'erreur la plus courante que j'ai... Et puis non, si la seule fois où j'ai fait j'y pense quand même, c'était pour ma série, donc intérimaire, le programme court, il y avait un épisode avec des enfants. Et j'ai dû faire un casting. Pour le coup, c'est moi qui ai choisi les enfants. C'était des tapes, donc j'ai pas fait le casting en leur présence, mais j'ai vu c'est moi qui ai choisi sur tape. Et c'est vrai que les enfants qui sortent du lot, quand même, c'est les enfants qui arrivent comme des adultes finalement, qui ne sont pas trop... Parce que quand on est enfant, le côté apprendre un texte, c'est un peu comme apprendre une récitation. Donc on a l'impression qu'il faut se souvenir du texte. Donc apprendre son texte, ça devient une peur. Et on sent parfois dans les yeux des enfants qui jouent que ça prend le pas sur le personnage ou la partition qu'ils ont à jouer. On les voit plus en train de se dire « faut pas que je me trompe on a l'impression qu'on voit qu'ils sont en train de lire le texte. Et ça, malheureusement, c'est que on sent qu'ils ont soit pas assez bien appris, soit même s'ils l'ont très bien appris, ils ont tellement peur de l'oublier qu'on voit quand même la peur par-dessus. Donc ils peuvent connaître parfaitement leur texte, mais on sent qu'ils sont en train de se dire « ah génial, je me suis pas trompé ». Alors qu'en fait non, on doit pas se dire ça. Quand je les vois, je veux pas me dire quelqu'un qui dit « ah je me suis pas trompé » parce que c'est-à-dire que je vois le comédien, je vois pas le personnage. Et j'ai besoin de voir le personnage. Donc l'erreur, je dirais, c'est de trop focaliser sur le texte et pas assez sur la situation et sur l'émotion qui a à jouer. Se focaliser plus sur l'émotion, quitte à ne pas dire le bon texte, mais être dans la bonne énergie, la bonne situation. C'est ça que je dirais comme conseil. Alors avant de passer au speed quizzing, parce que j'ai fait un petit speed quizzing, un dernier mot pour les élèves du cours ANA qui nous écoutent et qui rêvent de faire ce métier. Il y a plein de... déjà, j'ai parsemé des petits conseils notre entrevue. Donc, un petit mot, je dirais déjà bravo, parce que c'est hyper courageux de vouloir déjà bravo d'avoir une passion. Si les élèves du cours ANA sont là par passion, je trouve ça magnifique. Moi, j'ai un petit garçon et je sais que je suis déjà en train de me dire, voilà, quelles vont être ses passions, soutenir ses passions, c'est très important, se sentir entouré par des gens qui les laissent exprimer leur passion, donc je suppose leurs parents qui les laissent déjà s'inscrire à ce cours, c'est déjà magnifique. Au-delà de ça, bravo de vouloir vous lancer dans ce métier et dans ce parcours qui peut, comme vous l'avez compris en m'écoutant, être long, être parfois difficile à vivre, être parfois pas exactement comme on l'imaginait, être parfois plus long, traverser des moments d'injustice, des moments de vide, des moments... En fait, je pense qu'il faut beaucoup de courage. Donc déjà, je leur dirais bravo d'être aussi courageux. Et surtout, je leur donnerai le conseil de persévérer, de garder la foi, d'avoir de l'endurance même dans les moments où ça semble ne pas s'aligner, parce que justement à la fin on comprend souvent pourquoi, et garder la joie, parce que dans jouer, il y a jeu en fait, et qu'avant tout, être comédien, c'est jouer. Et jouer, c'est s'amuser. C'est garder, en fait, son âme d'enfant. Et quand on grandit, plus ils vont grandir et puis ils vont devenir adultes, avoir des problèmes, avoir des vies, avoir des aléas, Et en fait, il faudra toujours garder dans l'espace de jeu, ou dans leur cours, en tout cas chez toi, le fait qu'on est là pour s'amuser, pour faire semblant. Parce qu'avant tout, être comédien, c'est finalement rester dans une chambre d'enfant à faire semblant d'être un chevalier, d'être un docteur, d'être un truc. Et finalement, c'est qu'on garde l'essence du jeu au sens noble du terme. Je pense que c'est ça qui fait qu'on a toujours envie de faire ce métier, parce qu'on a toujours envie de continuer de s'amuser dans la vie. Donc voilà. Donc je leur dirais de garder toujours ça en tête, qu'on est là pour s'amuser. Ok. T'es prête ? Ouais. Attention. J'adore jouer, donc attention. T'es Milou ou t'es Lisa dans la vraie vie ? Plus Milou. Un conte pour enfants que t'aurais adoré massacrer dans Déviante, mais pas eu le temps. Finalement, que j'ai pas eu le temps de faire. Il y en a plein. Je crois que Petit ours brun, je peux pas le saquer. Tous les petits ours bruns, j'ai envie de lui foutre des tartes. Le truc le plus bizarre qu'un fan t'ait dit dans la rue. Oh là là, plein. Non, si, on m'a déjà... Ah non, si, une fois pas un fan, mais c'est un truc qui m'avait marqué. Le père de Cyrus, qui joue mon mari dans Planqueur, m'avait dit « vous êtes plus belle à la télé qu'en vrai. Plus belle à l'écran qu'en vrai. » Alors qu'en général, les gens disent souvent « vous êtes plus belle en vrai. » Je suis d'accord avec toi. Et là, il m'avait dit l'inverse, ça m'avait scotché, j'étais morte de rire. Une scène que t'as jouée où t'avais tellement envie de rire que c'était physiquement douloureux de le retenir. Plein. Alors, je dirais toute la série, elle est plus disponible, je crois, mais peut-être pour les gens qui s'amusent à la retrouver, une série culte qui s'appelle France-Québec, qui a été créée par les mêmes créateurs que La Flamme et Le Flambeau sur Canal+, Jonathan Cohen et Jérémy Galland. Leur première série s'appelle
France-Québec. C'est une série absolument surréaliste et hilarante et culte, et elle est tellement drôle que tous les comédiens, on faisait 70 prises de fou rire tellement on ne pouvait pas s'empêcher de rire. On devait arrêter de tourner des scènes tellement on riait, et on devait passer à une autre scène parce qu'on ne pouvait pas. Et il y a même des scènes, si les gens regardent la série, où il y a des scènes qui sont montées où on voit qu'il y en a un qui sourit parce qu'on n'a jamais réussi à avoir la scène sans que personne rigole. C'est mes plus grands souvenirs de fou rire, c'est cette série. T'as déjà improvisé un truc sur scène parce que t'avais oublié ton texte et finalement c'était mieux que l'original? Non, mais par contre j'ai déjà brodé en attendant de retrouver mon texte. Mais je me suis jamais dit c'était mieux. Je me suis juste dit ouf, j'ai sauvé les meubles, ça s'est pas trop vu. Mais pas genre wow, c'était mieux, c'est génial, je vais garder ça demain. Non. Joséphine ose, Joséphine se pose. Déviante, c'est quoi le titre du prochain show? T'as pas besoin. Non, Déviante, je suis encore au début de l'exploitation. Je vais encore bien dévier, j'espère, pendant quelques temps avant de me poser au prochain. Après, à l'époque, si je refais un one-man show seul, ce sera Joséphine explose, je pense. Après, ose, se pose, elle explose. Le pire conseil qu'on t'ait jamais donné sur le métier? Oh là là, non, mais non, je crois pas qu'on m'a donné de pires conseils. C'est possible, si peut-être non, de conseils que non, je dirais que les gens pensent que faire du relationnel, être trop partout, oui, de trop vouloir être vu à des soirées ou à des trucs en pensant que c'est bien parce qu'on se dit qu'on va toujours rencontrer plein de gens. En fait, plus on nous voit en dehors d'un plateau, plus ça renvoie une image négative. Ça veut dire la personne ne travaille pas et en fait elle est tout le temps dehors parce qu'en fait elle est pas occupée par son métier. Donc on a l'impression que c'est positif parce qu'on se dit je vais rencontrer plein de gens, je vais pouvoir rencontrer un tel. Et en fait non, ça marche pas du tout. Le réseau ne se fait pas la nuit dans les soirées, donc limitez vos sorties. Le rôle que tu aurais voulu jouer mais qu'on t'a jamais proposé et franchement t'aurais été parfaite? Un rôle existant ou un rôle en général d'une personne, d'un truc, ou un rôle que j'ai déjà vu dans un film? Oh là là. Un rôle je sais pas, je me suis pas penchée sur la question. J'aimerais beaucoup faire un rôle historique, ou un rôle un peu cabaret, voilà. Le rôle dans Cabaret, dans Chicago. Ah ouais, ça voilà, la comédie musicale Chicago. Personne pense à moi. Et t'aurais été parfaite. Ouais, Roxy, voilà. Allez, Roxy dans Chicago, c'est bien. Le cours-ANA en un mot? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, pour moi, le cours-ANA, c'est un mot, c'est dur. Oh là là, un seul mot, joie. Joie parce que je. Bah oui, c'est ça. Plaisir. C'est ça. C'est joie de jouer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Justement, de jouer Roxy dans Chicago. Non, mais de réaliser. Là, je suis en train de commencer ce qu'on appelle le financement. C'est un grand mot pour les gens qui font aussi, qui écrivent des films. C'est que quand on finit d'écrire un film, après, pour le réaliser, il y a toute une partie qui peut être très, très longue, qui est le financement du film. C'est-à-dire, est-ce que le film va se faire? Parce que pour ça, il faut plein d'autres alliés. Donc, on a son scénario. Maintenant, il faut un casting. Avec le casting, on va aller récupérer de l'argent auprès de financiers. Ça peut être des chaînes de télé, ça peut être des banques, ça peut être des aides régionales, des régions. Il y a plein d'acteurs qu'il faut réunir. C'est le travail du producteur, c'est lui qui s'occupe de faire ça. Et ensuite, donc tous ces gens-là, il faut aussi trouver ce qu'on appelle un distributeur. C'est celui qui va s'occuper de mettre le film dans les salles de cinéma. Si tu n'as pas tout ce que je viens de te citer, le casting, les régions, les chaînes de télé, le distributeur, ton film ne se va pas se tourner. Donc moi, j'en suis au début de ce tunnel. J'ai mon film qui est écrit, je vais le réaliser. Et pour ça, il me manque tout ce que je viens de te dire. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de réunir tout ce que je viens de te dire pour pouvoir réaliser mon film l'année prochaine. Voilà. Dans lequel, d'ailleurs, je le dis officiellement, je te mets à contribution, Johanna, parce que c'est un film où il y a beaucoup d'ados et je vais avoir besoin d'adolescents pour de vrai. J'espère et donc, je viendrai peut-être faire un casting au cours-ANA. Avec grand plaisir. J'en aurais besoin. En tous les cas, moi, je te souhaite le meilleur. Merci 1000 fois. C'est une interview pour moi la plus intéressante pour ces jeunes. Vraiment. C'est vrai. Oui. Je suis très contente. Tu as transmis et c'est une école de transmission. Et tu l'as fait parfaitement bien. Et vraiment, merci 1000 fois. Merci à toi. Écoutez, si vous voulez retrouver cette interview sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Ocha, au micro avec Johanna sur Instagram, YouTube. Merci et à bientôt.